Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est des jours, justement, où l'actualité n'est faite que de catastrophes, d'accidents et de drames, et c'est malheureusement le cas aujourd'hui, vous allez le voir, puisqu'au cours de ce journal, nous parlerons successivement de la tornade qui a ravagé la nuit dernière le sud-ouest, de l'ouragan qui a dévasté hier également le Texas et une partie de la Floride, et puis aussi nous aborderons plusieurs faits divers, vous le verrez parfois aussi assez dramatiques. C'est donc une véritable tornade qui s'est abattue la nuit dernière sur le sud-ouest, affectant plus particulièrement le littoral aquitain. Pour l'instant, il est assez difficile de dresser un bilan de cette catastrophe. Hier soir, par exemple, on parlait de 9 morts et de 29 blessés. Un peu plus tard, on apprenait que 11 personnes étaient portées disparues dans le bassin d'Arcachon. Vers minuit, on reparlait de 6 morts et de 13 disparus. Mais, je vous le répète, il est encore très difficile de savoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire à 13 heures, le nombre exact des victimes de cette catastrophe. Pour vous donner une idée, peut-être, on peut avancer le chiffre d'une dizaine de morts, d'une quinzaine de disparus, et les blessés également sont en nombre assez considérable. Une chose est certaine, en tout cas, les dégâts sont absolument considérables. Pour avoir une idée de ce qui s'est passé, nos camarades de la station régionale de Bordeaux sont bien sûr partis tout de suite sur l'événement. Ils ont travaillé, vous vous en doutez, dans des conditions très difficiles, et nous attendons pour l'instant, d'un instant à l'autre, ce sera certainement du direct, le reportage qu'ils nous ont fait parvenir. Pour nous en assurer, d'ailleurs, je vous propose d'appeler ensemble la régie. Allô? On peut y aller. Bien. Donc, le reportage de Bordeaux est prêt. Si vous voulez, nous nous rendons tout de suite à Bordeaux. Alors, attention Bordeaux, à vous la station régionale de l'ORTF. C'est avec une certaine stupeur que l'Aquitaine a appris ce matin l'ampleur des dégâts occasionnés par la tornade qui a ravagé hier entre 16h30 et 21h sa façade atlantique de l'embouchure de la Dour à celle de la Gironde, soit sur plus de 200 km. La soudaineté, la violence, la rapidité avec laquelle elle s'est développée ont étonné les spécialistes même. D'assez faible importance sur la côte basque, la perturbation s'est nettement renforcée en atteignant le département des Landes. De nombreuses routes ont été coupées par des pins. Souvent, il a fallu dégager ces arbres à la tronçonneuse pour permettre aux voitures de passer. À Cap-Breton, le bâtiment principal d'un établissement héliomarin abritant des enfants a été découvert. Mais il faut dire tout de suite, pour répondre aux appels que nous recevons, qu'aucun de ces enfants n'a été blessé, pas plus d'ailleurs qu'aucun des enfants accueillis actuellement par les colonies et les camps de vacances de la région. Autour des lacs du département des Landes, le vent a soufflé avec une telle force que de nombreuses voitures vides d'occupants ont été renversées. On en compte ainsi quelques 200 qui ont été endommagées. La tornade a atteint le département de la Gironde à 18 heures. Et c'est la région du bassin d'Arcachon qui a été la plus touchée. Les quartiers bas ont été inondés. Et sur le plan d'eau, des dizaines de voiliers ont été surpris. Vous êtes le patron d'un chalutier, je crois qu'hier soir vous avez sauvé quelques bateaux en difficulté. Oui, en effet, quand on est rentré, le temps est arrivé si vite que, aussitôt, on s'est préoccupé à regarder s'il n'y avait pas des gens sur l'eau, quoi. Et on a sauvé 4 bateaux. Fauteuil, là. Donc, des voiliers où les mâtures étaient cassées. C'est pas longtemps. Et le monde, on l'a pas trouvé, je sais pas où ils sont. Hein. Ils avaient disparu. Ils ont disparu, oui. Vous pensez qu'ils sont noyés? Oh, je sais pas, je crois pas quand même. Mais enfin, on a cherché aux alentours des bateaux où ils étaient chavirés, on n'a rien trouvé. Vous êtes habitué au bassin d'Arcachon, est-ce que vous voyez souvent des tempêtes de Ah ce non, genre, jamais, c'est arrivé trop vite, ça. C'est une tornade. Nous occupions, nous, avec notre zodiac, uniquement de recherche de personnes. Hein. Mais enfin, quand même, dès que l'on trouvait une épave, on la confiait à des bateaux qui étaient plus importants, qui faisaient des recherches comme nous, avec la gendarmerie, la police maritime. Mais nous, c'était centré surtout sur les recherches de personnes. Hein. Depuis hier au soir, nous comptons plus les appels que nous avons pour les caves inondées, les arbres en travers des routes, des rues, même le dégagement des voies publiques, car les cars ont été même stoppés par l'eau, tellement il y en avait. Et au point de vue arbres coupés, il y en a beaucoup? Pour notre compte, on a bien sorti une dizaine. Mais des très gros arbres, très gros arbres tombés sur les propriétés, les vieux arbres les vieux arbres de pins, 30 mètres de hauteur, quoi, hein, et tombés sur les combles, sur les toitures et sur les palissades. Vous avez entendu les pins qui tombaient? Quand le chêne est tombé sur notre auvent, on était calés après. Oui, alors le vent bousculait moins. Et il y a eu des blessés aux environs, là, par ici? Il y a une dame qui a été qui a été écrasée par la caravane qu'elle a voulu maintenir. Et puis là, une autre grand-mère qui est partie à l'hôpital, je sais pas, vous savez, on était tellement affolés. Ici, mon fils a échappé de justesse, vous voyez le chêne, là. Il a frôlé, il a touché juste la tête, mais c'était
de quelques millimètres. C'était on a eu peur, je vous jure, c'était horrible. Et les gosses, ils voulaient des branches comme ça, on aurait dit que c'était lancé par des fusils. Ça sifflait, on ne pouvait pas sortir, les gens nous disaient mais pourquoi vous n'êtes pas réfugiés sur la plage, on voyait voler ces grosses branches, ça nous aurait décapité. Hein. On avait des bébés dans la caravane plein, les gens nous les apportaient, on ne savait pas quoi en faire. On a vraiment eu peur. Hein. Vous voyez, oh là là. 4 gosses quand ils dorment habituellement sous la tente, vous voyez. Heureusement que ça s'est passé vers 6 heures, mais 1h30 plus tard, eh ben, ils étaient tous écrasés, hein, tous. Il reste maintenant à établir un bilan. On a avancé des chiffres, on a parlé d'une dizaine de morts, d'autant de disparus, de 200 blessés, de 300 voiliers détruits. Le bilan provisoire dressé ce matin par les autorités du département de la Gironde est nettement plus optimiste que celui très officieux communiqué par le PC des opérations. Et de toute façon, a déclaré M. Delaunay, préfet d'Aquitaine, nous ne pourrons faire un bilan définitif que dans la soirée. Il y a donc rendez-vous ce soir pour Information Première à 19h45 et là nous connaîtrons peut-être des chiffres beaucoup plus précis sur cette catastrophe. Je vous l'ai dit, il n'y a pas que le sud-ouest qui a été victime d'une tornade, il y a aussi le golfe du Mexique, c'est-à-dire la côte texane et la côte de Floride qui ont été elles aussi balayées hier par un ouragan. Cet ouragan s'appelle Celia et vous allez le voir avec Michel Polacco. Là encore, le bilan est quand même assez lourd. L'ouragan qui a dévasté successivement Cuba, le Texas puis la Floride a causé 32 morts, plusieurs centaines de blessés. Comme vous le voyez sur ces photos, les dégâts sont considérables. Les ponts, les routes n'ont pas résisté à Celia qui soufflait à 230 km/h. 9000 maisons sont totalement détruites, 65 000 familles sinistrées. Du reste, le président Nixon a déclaré la région de Corpus Christi dans le Texas région sinistrée. Des fonds fédéraux ont été mis à la disposition des autorités texanes pour l'organisation des secours et la reconstruction. Avec nous sur ce plateau d'Information Première pour essayer de comprendre ces deux manifestations de la nature, M. Thiebaud, qui est prévisionniste à la météorologie nationale. Alors M. Thiebaud, il y a peut-être une première question que l'on peut se poser. Nous avons vu d'une part le sud-ouest, cet ouragan ou cette tornade comme vous voulez, puis d'autre part ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que l'on peut comparer les deux phénomènes? Alors non, en aucun cas on ne peut comparer les deux phénomènes. Aux États-Unis, c'est un cyclone tropical. Il s'agit d'un cyclone tropical, c'est-à-dire d'une manifestation qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Les grands cyclones tropicaux, comme Bela par exemple, avaient 500-600 km de diamètre. Alors que sur les côtes de sud-ouest de la France, la tornade, il s'agit d'une tornade, c'est-à-dire plus exactement d'une agglomération de gros orages entre lesquels s'est probablement infiltré ce qu'on appelle une ou plusieurs trombes, c'est-à-dire la trombe c'est un phénomène à échelle de plusieurs centaines de mètres, donc la tornade qui comprend des orages entre lesquels il doit se produire des trombes a, elle, 1 ou 2 kilomètres simplement de diamètre. Mais évidemment, les dégâts sont considérables parce que la tornade se déplace. Bien, alors, deuxième question, est-ce que l'on pouvait prévoir, il y a un service de prévision à la météorologie nationale, est-ce que l'on pouvait prévoir ce qui s'est passé cette nuit dans le sud-ouest? Alors, en ce qui concerne puisqu'on parle de cyclones tropicaux et de tornades, en ce qui concerne les cyclones tropicaux, la prévision, tout au moins la détection des cyclones a été grandement facilitée par les satellites météo qui arrivent à les piéger pratiquement dès leur naissance. Mais là, il s'agit de phénomènes, comme je vous disais tout à l'heure, d'assez grande distance, d'une grandeur assez vaste. Alors que pour les tornades, et plus particulièrement pour les trombes, le satellite est absolument incapable de piéger des phénomènes d'aussi petite envergure. Donc, d'autant plus qu'il semble que ce phénomène soit né littéralement sur place. Donc, on peut dire que pour le moment, la science est pratiquement désarmée pour prévoir et même détecter à temps ce genre de phénomène. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé hier dans le sud-ouest, qui a commencé, disons, aux premières heures de la soirée, hier après-midi, dans le milieu de l'après-midi, vous auriez été incapable de prévoir ce qui pourrait se passer, disons, la nuit suivante, c'est-à-dire, en fait, quelques heures plus tard. Absolument. On avait des photos de satellites hier matin, vers 10-11 heures, et je peux vous dire, sur ces photos de satellites, tout le sud-ouest de la France était, non pas complètement dégagé, mais peu nuageux. Il faisait relativement beau. Et ensuite, ça s'est dégradé à une vitesse foudroyante. C'est-à-dire que pour vous, vous étiez resté en fait à une probabilité d'orage. C'est-à-dire, on était resté à une probabilité d'orage. On avait prévu un temps, relativement nuageux, mais assez beau le matin, avec une probabilité d'orage l'après-midi, probabilité très forte, avec des orages violents. Mais évidemment, ce qu'on n'avait pas prévu, c'était que les vents allaient atteindre des vitesses de l'ordre de 120 km à l'heure,
Non, tout ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir, c'était des orages vigoureux, violents, avec des vents, disons, qui pourraient atteindre 80, 70 ou 80 km à l'heure. Bien, dernière question. Ce n'est pas la première fois, finalement, que la France connaît pareille manifestation. Il y en a eu, il y a seulement 15 jours, je crois, en Franche-Comté. C'est ça. Et d'autre part, vous vous souvenez aussi que pendant l'été 67, une trombe, celle-là, une trombe pure, si on peut dire, a ravagé des villages dans le nord de la France. Donc ce phénomène, sans être très, très fréquent, et quand même on le retrouve relativement assez souvent, même dans nos régions tempérées. Merci de toutes ces précisions. Nous changeons maintenant totalement de sujet. Demain, en effet, il y aura 25 ans qu'explosait au-dessus d'Hiroshima la première bombe atomique. Et le monde, avec cette première explosion, entrait dans l'ère atomique. Depuis cette date, depuis très exactement ce 6 août 1945, vous le savez peut-être, toutes les grandes puissances se sont dotées d'un armement nucléaire. Dans ce domaine de l'armement nucléaire, les recherches ont abouti à la mise au point d'engins extrêmement puissants. De l'avion porteur de la bombe atomique, on est passé au missile, puis ensuite au missile tiré d'un sous-marin. C'est justement ce qui s'est passé d'ailleurs hier, puisque les États-Unis, au large des côtes de Floride, ont procédé au lancement, à l'expérimentation d'une nouvelle fusée, la fusée Poséidon. Tandis qu'au-dessus de lui, un navire espion soviétique et un destroyer américain jouaient à cache-cache, un sous-marin américain, le James Madison, a pu effectuer le premier lancement sous-marin du missile Poséidon à tête multiple. Le lancement avait lieu au large de Cap Kennedy. Poséidon pourra atteindre 10 cibles différentes avec ses 10 têtes distinctes. Au moment où le lancement avait lieu, un chalutier soviétique, équipé du matériel nécessaire pour suivre la trajectoire, se trouvait à 3000 mètres. Dès qu'il a eu lieu, les deux navires se sont dirigés à toute vitesse vers l'endroit où il était sorti de la mer. On a même pu craindre une collision afin d'y récupérer les morceaux de plastique servant à protéger le missile. Les marins américains sont arrivés les premiers et ont plongé pour récupérer la plupart des morceaux. À l'étranger, c'est aujourd'hui encore le Moyen-Orient qui fait la une de l'actualité internationale. Plusieurs choses à retenir dans ce dossier du Proche-Orient aujourd'hui. L'ouverture ce matin à Tripoli en présence du chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi, de la conférence des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de 5 pays arabes, l'Égypte, le Soudan, la Syrie, la Jordanie et la Libye. On a remarqué beaucoup deux absences, l'absence de l'Irak, qui n'est pas d'accord avec la réponse faite par le président Nasser au plan de paix de M. Rogers, et l'absence aussi de l'Algérie. Au centre des travaux de cette conférence de Tripoli, bien sûr, les nouvelles perspectives de paix au Moyen-Orient après l'acceptation par les principaux intéressés du plan de paix de M. Rogers. Et puis aussi, on en parlera bien sûr, la division du monde arabe sur ce même plan de paix de M. Rogers. Les Arabes sont divisés, vous le savez, les Israéliens aussi connaissent des difficultés, surtout après la démission hier de M. Begin et de ses 6 ministres appartenant au parti Gaal. D'ailleurs, hier à Jérusalem, le Parlement israélien a confirmé par 66 voix contre 28 la décision du gouvernement de Mme Golda Meir de répondre oui au plan de paix de M. Rogers. Hier après-midi, d'ailleurs, devant ce même Parlement, devant la Knesset, Mme Golda Meir a indiqué, a précisé qu'Israël ne retournerait pas à ses frontières antérieures, c'est-à-dire les frontières d'Israël avant la guerre de 1967, car si son gouvernement avait accepté les propositions de M. Rogers, en revanche, le même gouvernement israélien n'avait pas pris d'engagement territoriaux. En Italie, il semble que la crise ministérielle, qui dure depuis maintenant un mois, soit sur le point de se terminer. En effet, M. Emilio Colombo, le Premier ministre pressenti par le président de la République italienne, a reçu cette nuit l'accord des sociodémocrates, c'est-à-dire en fait des deux partis socialistes italiens, pour tenter de former un nouveau gouvernement de centre-gauche. Enfin, troisième titre de cette actualité internationale aujourd'hui, l'Irlande du Nord, des troubles ont éclaté la nuit dernière pour la 6e fois consécutive à Belfast et à Londonderry. Ce sont toujours dans les mêmes secteurs qu'éclate la violence depuis quelques jours en Irlande. Et hier soir, les quartiers catholiques de Belfast et de Londonderry ont connu une fois de plus les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. À Belfast, dans le quartier de Ballymurphy, à Londonderry, dans le Brookside, ce sont des scènes devenues quotidiennes. D'un côté, l'on dresse des barricades et on lance des cocktails Molotov, de l'autre, la troupe, derrière ses boucliers, riposte aux lacrymogènes. Et chaque nuit, après la fermeture des pubs, tout recommence depuis une semaine. Cette nuit, 23 personnes ont été arrêtées et 7 militaires ont été blessés, l'un grièvement. Devant la persistance de ces désordres, les chefs du parti unioniste gouvernemental se sont réunis hier. Ils ont décidé de soumettre au Premier ministre, M. Chichester Clark, une série de propositions. Ils demanderont au gouvernement de faire usage de ses pouvoirs spéciaux, prévoyant l'internement sans jugement des chefs de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, illégale. Mais les catholiques n'accepteront pas ces mesures. Alors,
L'actualité politique française aujourd'hui se résume au Conseil des ministres qui s'est ouvert ce matin à 10 h sous la présidence de M. Georges Pompidou. D'ailleurs, le président de la République était rentré hier soir de Brégançon. Il repartira, sitôt ce Conseil terminé, pour rejoindre son lieu de vacances. Il y aura, comme d'habitude, un tour d'horizon de la situation internationale qui sera fait par M. Maurice Schumann. Également, M. Raymond Marcellin évoquera le problème de la lutte contre la drogue après son récent voyage aux États-Unis. Enfin, M. Antonios, le secrétaire d'État au tourisme, essaiera, lui, de parler de ses vacances 1970. Nous vous l'avons annoncé hier, les horaires des halles de Rungis pour les fruits et légumes changent à partir d'aujourd'hui, puisque le déchargement et la vente des fruits et légumes s'effectueront donc à partir d'aujourd'hui, l'après-midi, très exactement entre 13 h et 17 h. Comment a été accueillie cette mesure? Eh bien, Jean-François Luciani est allé ce matin à Rungis. Il a demandé aux principaux intéressés, les camionneurs et les vendeurs, de leur dire leur avis. De 13 à 17 h, c'est en effet durant ce laps de temps que le marché des fruits et légumes de Rungis se tiendra. C'est aussi l'objet d'un litige. Une première expérience avait déjà été tentée le 20 janvier dernier par la Cemaris, société gestionnaire les horaires des halles étaient la nuit, au petit matin. Nous avons repris ces horaires à Rungis quand on a fait le transfert, parce qu'on ne voulait pas apporter de perturbations, de nouvelles perturbations, en plus de toutes celles qui accompagnaient bien sûr une opération aussi importante. Et nous nous sommes donc retrouvés à Rungis avec des possibilités nouvelles d'horaire, puisqu'on peut travailler ici 24 h sur 24. Alors qu'au hall central, on était sur la voie publique, c'était l'un des éléments du problème. Une certaine partie de l'opinion parmi les professionnels ont réclamé l'horaire de jour. Est-ce que ces nouveaux horaires de jour vont améliorer la gestion des halles? Oui, dans la mesure où certaines gens peuvent venir plus facilement le jour que la nuit. Pour l'instant, certains maraîchers et transporteurs pensent que les nouveaux horaires ne sont pas tellement avantageux. Par exemple, ce chargement-là, moi j'ai fait le faire dans le midi. Hein, j'ai chargé ça à la chaleur. Je sais pas comment vont être les pêches pour l'instant. Hein. C'est pas l'air d'avoir trop souffert, mais enfin, dans le camion, forcément, automatiquement, ça garde la chaleur. Hein. Alors, on verra ce que ça donnera, on verra ce qu'ils diront les clients après. Pour l'instant... Oui, surtout qu'elles ne vont être achetées que cet après-midi vers 13 h. Bah exactement, oui. Alors en plus, ce sont des pêches qui ont attendu presque 12 heures, quoi. Hein, elles ont voyagé d'une part, elles ont attendu sur le quai, alors qu'autrement avec les anciens horaires, ça sortait du frigo, c'était chargé, ça partait tout de suite. Concernant le stockage des produits frais, les petits commerçants n'ont pas les moyens d'avoir des voitures réfrigérées, d'abord ça coûte trop cher. D'autre part, nous sommes en marge, parce qu'en marge bénéficiaire depuis 20 années, donc on ne gagne pas des grosses sommes et on ne peut pas s'équiper pour le froid. Il y a effectivement des problèmes d'équipement, appareils réfrigérateurs peut-être, mais aussi locaux frais, ça peut être une solution. J'ai maintenant les intermédiaires, les grossistes qui sont intermédiaires, et ils font la pluie et le beau temps. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on va tous partir en vacances. Puisque les grossistes et puis la Samaris se fout des consommateurs, et malgré tout que les consommateurs sont nos clients, nous on ne veut pas en pâtir, alors on va essayer de limiter les dégâts. Et à la rentrée, qu'est-ce que vous allez décider? À la rentrée, il y aura d'abord davantage de monde. S'il y a une épreuve de force à faire, on la fera. Maintenant, j'espère que les grossistes d'ici là ont réfléchi, parce que quand même à 80%, ils ont quand même aussi besoin de leurs clients. Il n'y a pas que des gros dans les grossistes, au moment de le dire. Ils auront peut-être besoin de leurs clients à ce moment-là, et peut-être qu'ils reviendront sur leur décision. Quels sont les arguments de ceux qui veulent que l'on change les horaires? Vous savez, il y a beaucoup d'arguments, des arguments très diversifiés. Certains grossistes, notamment, pensent que les problèmes de personnel sont plus faciles à résoudre si on travaille le jour que si on travaille la nuit. Certains producteurs, selon la distance qui les sépare de Paris, estiment qu'il est plus rationnel pour eux d'avoir un marché de jour, parce que pour ceux qui sont très près, ils peuvent cueillir au matin même, n'est-ce pas, et amener la marchandise fraîche tout de suite. Ceux qui sont beaucoup plus éloignés pensent également que c'est plus rationnel pour eux, mais d'autres producteurs situés à une distance moyenne sont d'un avis opposé. Sur quelle base, selon vous, pourra-t-on trouver un compromis? Il est possible que dans les semaines qui viennent, on pense à un horaire du matin. C'est une solution qui peut être envisagée aussi. Alors ça se superposerait avec l'horaire de la marée? En quelque sorte, oui, bien sûr. Une commission d'études des horaires vient d'être instaurée. Elle a tenu sa première réunion lundi dernier. Toutes les organisations professionnelles étaient représentées. Les détaillants proposent pour leur part 6 mois de jour, 6 mois de nuit. La prochaine réunion est fixée au 15 septembre prochain.
Les sports maintenant, du cyclisme et du tennis. Du cyclisme puisque demain commence à Leicester en Angleterre les championnats du monde 1970. Et puis une information toujours en rapport avec le cyclisme qui intéressera tous ceux qui s'intéressent au vélo, et je sais qu'ils sont nombreux, c'est la France qui organisera dans 2 ans, en 1972, les prochains championnats du monde cyclistes. Les épreuves sur route auront lieu à Gap et les épreuves sur piste à Marseille. Deuxième volet de cette actualité sportive, le tennis, puisque la finale de la Coupe de Galéa de tennis s'est terminée hier à Vichy par la victoire de la Tchécoslovaquie. Et c'est le jeune tchécoslovaque Jan Piszczek, que vous voyez de dos, qui a marqué le point décisif permettant à son équipe de remporter la 21e édition de la Coupe Galéa à Vichy. La France a, elle, terminé 4e de l'épreuve. Les Français ont été battus par l'Espagne 3-2 en match de classement. Et Maurice Chevalier, grand amateur de tennis, a pu assister à la victoire du jeune Tchèque sur l'Espagnol Riba, ici au premier plan. Une gamme de coups très variée pour Piszczek, dont le succès fut une simple formalité. Le tableau d'affichage indiquera 6-1, 6-2, 6-2 à la fin de la rencontre. Dans l'équipe espagnole, seul le jeune Antonio Muñoz put rivaliser avec des joueurs tchèques qui possédaient une condition physique assez étonnante. La Tchécoslovaquie avait fort bien préparé cette compétition, qu'elle remporte pour la 4e fois, 63, 65, 66 et 70. C'était la balle de match. Je dois vous faire part maintenant d'un communiqué de la Compagnie Générale Transatlantique. Le paquebot Ville de Marseille étant immobilisé à la suite d'une avarie de machine jusqu'au 15 août, les passagers qui devaient prendre ce bateau pour Alger le 5 et le 12 août et pour Tunis les 8 et 15 août sont instamment priés de ne pas rejoindre Marseille car la Compagnie Générale Transatlantique ne peut leur assurer ni l'acheminement ni l'hébergement et leur demande donc en conséquence de se renseigner auprès de toutes les agences de la Compagnie Générale pour tous les renseignements et pour toutes les précisions complémentaires. Une rubrique maintenant, les livres avec France Nespo, vous allez le voir, un titre plein d'actualité, 3 colonnes à la une. Nous présentons un livre de Martine Chevrier qui est paru chez Flammarion, qui s'appelle 3 colonnes à la une. Et ce livre se reçoit un peu comme un coup de poing. C'est un livre baroque, disons, attiré par la guerre. Et c'est peut-être une conception qui peut paraître un peu choquante, sinon même un peu malsaine. Et je voudrais demander à Martine Chevrier si elle peut nous donner un peu le synopsis, le ton du livre, et nous dire pourquoi cette espèce d'attirance vers ces points chauds du monde qu'elle appelle aussi les rivages de la mort, par ailleurs. Je ne crois pas que ce soit une attirance. C'est au contraire l'angoisse de la violence du monde qui m'a fait écrire ce livre et choisir comme personnage un journaliste. Parce que je crois que le grand reporter est un témoin des événements sans malheureusement pouvoir ni en changer la genèse, ni en hâter la fin. Le livre, je ne crois pas que je voudrais vous raconter le livre parce qu'il y a quand même un suspense et que ce livre est fait justement d'une superposition de flashs d'actualité car la documentation est exacte et c'est, si vous voulez, la montée d'une angoisse d'un reporter devant les événements du monde. Mais justement, on a l'impression dans votre livre que l'idée d'information est nécessairement liée à celle de violence. Est-ce que vous pensez que c'est absolument inséparable, indissociable? Je crois qu'on se sert beaucoup dans l'information de la violence et je suis d'ailleurs frappée très souvent de voir que l'information spectaculaire prend souvent le pas sur une information qui serait peut-être plus nécessaire à la vie de chacun, sur ce que j'appelle moi l'information heureuse. Parce que je suis angoissée par les événements du monde, j'ai peur que tous ces flashs qui hachent les journées, aussi bien à la radio qu'à la télévision ou les éditions des journaux, créent surtout sur les jeunes une insécurité et une angoisse. Nous avons peu de temps malheureusement, Martine Chevrier, pour traiter de ce problème, mais je voudrais vous demander en conclusion, et par rapport à une citation de votre livre qui est la suivante, « À quoi bon hacher les jours par des flashs radio de multiples éditions spéciales pour terroriser avec l'approche du péril atomique, le danger de l'extension de la guerre du Vietnam, le ravage des épidémies, l'imprudence des découvertes, la statistique des accidents ?» Je voudrais donc vous demander par rapport à cette citation s'il y a finalement une utilité ou une inutilité de l'information, et vous qui avez parcouru le monde entier, on peut le dire,
Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste quant au rôle de l'information? Je crois que la question ne se pose pas comme ça. Je crois qu'on ne peut pas vivre indifférent à ce qui se passe à son époque et indifférent au malheur des autres. Mais je voudrais qu'on trouve un ton, un moyen terme peut-être, pour qu'on ne soit pas absolument envahi par les catastrophes. Et je pense beaucoup aux jeunes qui m'intéressent énormément. Et j'ai peur que justement, dans ces informations qui passent souvent à l'heure où ils se réunissent en famille, ça crée une angoisse de vivre et un pessimisme peut-être après. On n'est jamais pessimiste quand on est une femme ou un homme d'action. Bien, bien, pour ceux qui veulent se replonger dans ce climat d'action et dans la forme romanesque, je le rappelle, de ce livre, 3 colonnes à la une, de Martine Chevrier, aux éditions Flammarion. 2 échos maintenant, avant d'ouvrir la page magazine de notre journal. Un carnet rose tout d'abord, puisque Madame Luzitelli, âgée de 35 ans et habitant Rome, a donné naissance hier soir à des sextuplés, 3 garçons et 3 filles. Malheureusement, au cours de la matinée, 4 des 6 bébés devaient mourir et les 2 survivants, un garçon et une fille, donnent toujours beaucoup d'inquiétude aux médecins. Enfin, pour la modique somme de 88 francs pièce, vous pouvez acheter à une compagnie aérienne indienne un avion de type DC-3 Dakota. Et si vous avez l'intention de monter vous-même une compagnie aérienne, eh bien vous pouvez le faire, puisque cette compagnie a mis en vente 14 appareils de ce type. France Guérité, maintenant, le magazine de ce journal. Eh bien, vous savez que sur les villes, dans les villes du Midi, sur la côte, les beatniks sont dans toutes les rues. Et Michel Toulouse a voulu savoir la réaction des habitants des villes intéressées et il s'est rendu à Avignon. Avignon, place de l'Horloge. Les habitants de la ville s'y réunissaient à l'heure de l'apéritif devant un pastis pour parler de la prochaine communion du petit ou bien des mérites respectifs de telle ou telle marque d'automobile. Et puis ils sont arrivés. Les beatniks, cheveux longs, tenues bariolées, insouciance de l'apparence, ils sont là pour le festival, mais Avignon est devenu leur principal lieu de rendez-vous. Ils sont accueillis par les habitants de la ville de façon fort diverse. Ce que l'on appelle les beatniks, les hippies, enfin peu importe le terme, représentent quelques dizaines, quelques 150 unités. Si vous voulez, c'est dans cette grande vague que constitue le festival, cette frange d'écume qui se trouve au-dessus. Alors pour certains, c'est un folklore supplémentaire, ils le voient avec curiosité, pour d'autres, il faut bien le dire, ça constitue pour eux un objet très net de répulsion. Mais la situation s'est tendue depuis jeudi dernier. À la suite d'une manifestation d'agriculteurs mécontents, les Avignonnais ont vu sous leurs fenêtres des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Quelques vitrines ont été brisées, mais tout s'est terminé sans blessés. Les beatniks ont été les premiers accusés. Regardez ça, c'est une honte de voir ça. Des jeunes gens comme ça, on n'en veut pas. On les a tolérés jusqu'à maintenant, on les a laissés tranquilles, ils avaient qu'à se tenir correctement. Nous voulons qu'ils se tiennent correctement, ils se tiennent correctement, on ne les embêterait pas. L'une des mesures prises après ces manifestations a été l'interdiction de la vente à la sauvette tolérée jusqu'à présent place de l'Horloge. Car Avignon, temple de la culture, a lui aussi ses marchands. Pour autant, on peut considérer avec sympathie, avec bienveillance, un étudiant qui vend un tableau qu'il vient de brosser, une aquarelle qu'il vient de faire, un petit objet qu'il vient de façonner. Autant quand je m'aperçois que ceux qui viennent s'installer arrivent avec de véritables camionnettes et sont des marchands forains, qui viennent confisquer une partie du chiffre d'affaires de la ville d'Avignon sans en assumer les charges correspondantes, à ce moment-là, j'ai un devoir de défense à l'égard de mes commerçants locaux, qui en même temps sont aussi mes contribuables. Les rues commerçantes d'Avignon sont désertées par les touristes qui préfèrent l'animation et le folklore apportés par les beatniks. Les seuls à faire de bonnes affaires sont les cafetiers de la place de l'Horloge, car assis à leur table, le spectacle est gratuit. Avignon est un exemple car dans toutes les villes du Midi, les beatniks se sont installés pour l'été. Mais si la longueur de leurs cheveux peut choquer, le maire d'Avignon n'a pas trop à s'en plaindre. Depuis l'ouverture du festival, cette manifestation s'est déroulée dans des conditions très normales et n'ont pas assisté à un nombre de délits
plus élevé qu'à l'accoutumée. Jean-Pierre Quittard, quelques informations avant de passer à Oui, la un bourse. appel qui nous est demandé par toutes les gendarmeries du Sud-Ouest. Les gendarmeries demandent en effet à tous les estivants qui étaient partis en bateau avant la tornade de prévenir dès leur retour qu'ils sont bien arrivés, bien sûr, donc dans toutes les gendarmeries les plus proches, pour éviter, bien sûr, qu'ils soient portés sur des listes de disparus. Voilà, on peut passer à la bourse, je crois. Bien, eh bien retrouvons tout de suite Gérard Vidalanche. Si vous le voulez, revenons aux conséquences des décisions prises par le ministre de l'Économie et des Finances concernant la situation financière en France. Vous savez, le desserrement du contrôle des changes. Hier, je vous parlais d'une baisse sévère de l'or et des valeurs étrangères. Eh bien, aujourd'hui, l'or est plus stable. Voici tout de suite les cours de la rente Pinet qui sont tout de même intéressants, 158 francs 30, puisque la rente Pinet, vous le savez, est rattachée à l'évolution du cours du Napoléon, est indexée sur le cours du Napoléon, c'est-à-dire que la rente suit exactement, reflète la tendance de cette pièce. Vous voyez que la pièce aujourd'hui vaut 58 francs contre 57 francs 90, soit 10 francs de mieux. Ce n'est pas très sensible, mais enfin tout de même appréciable. Et le lingot, qui valait 6365 francs et qui avait perdu 135 francs sur le cours de lundi, aujourd'hui perd simplement 2 francs à 6363 francs. On peut dire que l'écart entre les cours de Paris et de Londres se sont très atténués, un écart qui à un moment donné était de 3 et 4%, cet écart maintenant est de 1,5%, c'est dire que la spéculation contre le franc est pratiquement complètement désarmée, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Suisse, maintenant, et surtout à tous les postes frontières, on peut échanger le franc absolument à sa parité. Ceci est une victoire donc pour le franc incontestable. En ce qui concerne les valeurs étrangères, voici tout de suite un tableau qui vous montre que les baisses d'hier ont été enrayées, n'ont pas été suivies aujourd'hui par d'autres dégagements. Pratiquement, les cours d'aujourd'hui répètent les cours de la veille. Encore que le marché de New York ait été bien meilleur hier, il semble donc que cette baisse des valeurs étrangères ne devrait pas se poursuivre. En ce qui concerne les valeurs françaises, il y a des îlots de résistance. Il y a par exemple des titres comme la Banque de l'Indochine, Michelin, Schneider, l'entreprise Jean Lefebvre, Locabaye, Locafrance, Roussel-Duclave dans les laboratoires pharmaceutiques et les pétroles d'Aquitaine qui se sont distingués. Il y a un marché assez sélectif, bien que les transactions soient extrêmement réduites. Voici par exemple des hausses, Locafrance, Européenne des brasseries, Comptoir des entrepreneurs et Général d'entreprise. Parmi les informations financières, on peut relever celle qui concerne la fusion entre le Club Méditerranée et le Club européen du tourisme. Parlons justement du tourisme en cette période des vacances. C'est la création d'un groupe très important, le deuxième en Europe en ce qui concerne l'industrie du tourisme. Ça sera la première chaîne hôtelière. En effet, le Club Méditerranée et le CET réuniront 64 villages de vacances et plus de 300 000 adhérents, avec un chiffre d'affaires d'environ 300 millions pour 1970, 30 milliards donc pour cette industrie des vacances. Alors ce qui est important, c'est que le nouveau groupe sera épaulé maintenant par la Banque de Paris, une très grande banque française qui détiendra 16% de son capital. Autre nouvelle, Devindel augmente de 40% son dividende, je crois qu'il fallait l'annoncer, 3,50 francs de dividende au lieu de 2,50 francs pour l'exercice qui vient de s'achever au 30 juin 1970. Et enfin, des augmentations de capital sont annoncées. Il faut toujours des capitaux, bien entendu, pour faire tourner les usines. Eh bien, Bull commencera son augmentation de capital très certainement en octobre et les automobiles Peugeot émettront probablement des obligations convertibles. Avant d'en terminer, je voudrais vous présenter deux tableaux sur les chiffres d'affaires des grandes sociétés. Ce sont des chiffres d'affaires en augmentation, assez sensibles, qui vous donnent, si vous voulez, une idée du dynamisme des grandes entreprises françaises. Voici un tableau, Péchinet pendant 25%, et Rhône-Poulenc qui annonce une augmentation de ses revenus de 15%. Voici le second tableau, 15%, un peu plus de 15% d'augmentation des revenus. C'était la Bourse de Paris. À vous les studios. Merci d'avoir suivi avec nous ce journal. Au revoir.